Donc, il est 11 heures et nous commençons donc ce webinaire sur le RGPD. Donc, je reste avec ma caméra coupée parce que j'ai un réseau qui est un petit peu faible. C'est pour ça que vous ne me voyez pas, mais j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis Bénédicte Roulier, la responsable du pôle transformation numérique des petites entreprises à la direction générale des entreprises. Donc, c'est le pôle France Num. C'est donc notamment Tony Grégo, qui est le responsable des activateurs, qui vous a invité à ce webinaire. Qui semble vous intéresser, puisque vous êtes plus de 100 et vous serez peut-être jusqu'à 150-200 à suivre ce webinaire. Donc, nous avons souhaité l'organiser avec l'Association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel, qui regroupe les délégués à la protection des données. Donc voilà, et ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires que nous souhaitons proposer aux activateurs tout au long de l'année. Il s'inscrit aussi dans une priorité de la DGE concernant la politique de cybersécurité des petites entreprises, puisque par le baromètre France Num, on sait que c'est une inquiétude des petites entreprises. C'est 44% des entreprises qui ont dit en 2021 craindre de se faire pirater les données. Là, on ne sera pas sur l'aspect informatique, mais vraiment sur l'aspect données personnelles. Voilà ce que je souhaitais dire comme introduction. N'hésitez pas à utiliser l'onglet questions tout le long de l'intervention, des différentes interventions. Et voilà. Et avant de passer la parole donc à Marina Casa, qui sera l'intervenante principale sur notre sujet, je passe la parole à Paul Olivier, qui est le président de l'association. Merci beaucoup et bon webinaire. Bonjour à tous, merci Bénédicte pour ces quelques mots d'introduction et de présentation. Donc je vais essayer aussi d'être bref et synthétique. Donc j'ai l'honneur et le plaisir de présider la FCDP, qui est l'association qui regroupe les DPO français, de leur écosystème. La FCDP, en quelques chiffres, c'est un petit peu plus de 6000 personnes physiques qui participent aux travaux de l'association à différents titres. Et en termes d'adhésion contractuelle, on a un petit peu moins de 2000 adhérents qui sont très majoritairement des organisations, des personnes morales. Nous avons parmi nos adhérents des administrations, des établissements publics, des entreprises de grande, de petite taille, des associations, et ça c'est un point qui est important. La FCDP veut être présente dans tous les domaines de l'activité de la nation et sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que nous avons des groupes régionaux, nous avons des groupes thématiques de façon à avoir une présence dans tous les secteurs et dans tous les domaines d'activité. Quelques éléments en termes de valeurs et de principes posés par la FCDP. Nous sommes une association de professionnels. Nous sommes l'association des professionnels dont le métier est de permettre un équilibre entre la protection des individus, de leurs droits, de leurs libertés, à travers la protection et les règles de bon usage des données à caractère personnel, et puis les organisations qui, eux, ont des objectifs qui sont en général liés à leur objet social et pour lesquels il faut trouver une conciliation et un équilibre, un point d'équilibre. C'est un petit peu la difficulté et la beauté du métier de DPO que d'aider les responsables de traitement, c'est-à-dire les dirigeants des différentes organisations à trouver ce point d'équilibre. Et la vocation de la FCDP, c'est d'aider les DPO par un échange entre pairs, entre professionnels, à trouver les bonnes solutions pour permettre de régler ces questions. Nous avons également un autre volet d'activité qui est un volet de représentation et de présentation de la fonction du DPO, à la fois à travers des actions qui relèvent des relations presse, mais également avec des actions telles que la participation à ce type d'événements, ces webinars. Alors, il y a quelques semaines, nous en avions organisé un avec cybermalveillance.
et l'UFC Que Choisir, qui a été destiné plus particulièrement au grand public. Et là, donc, nous sommes très contents de pouvoir organiser et participer à cette réunion d'échange sur la mise en œuvre du RGPD en ayant un rappel des principes de base par Marina Casas, qui est une des salariés de la FCDP. Alors, vous voyez également Patrick Blum, qui est le délégué général de la FCDP, donc l'homme qui, dans l'ombre, fait tout avancer, et quelque part son alter ego, Nathalie Brunet, qui est la directrice de la FCDP, et donc la responsable de la petite équipe qui nous permet de fournir aux adhérents le meilleur service. Je vais céder la parole à Marina. Je reste présent pour répondre avec elle à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Voilà, très belle journée à tous. Merci beaucoup. Donc, je vais simplement partager l'écran correctement. Voilà, merci beaucoup Paul-Olivier, merci beaucoup Bénédicte. Bonjour à tous, je suis Marina Casas, chargée de mission au sein de la FCDP. Je fais partie, comme l'a dit Paul-Olivier, de l'équipe salariée, donc l'équipe des permanents de l'association. Et à ce titre, j'ai pour mission de soutenir les groupes de travail de la FCDP. Il faut savoir que les groupes de travail de la FCDP, c'est 24, ils sont recensés au nombre de 24. Vous avez 17 groupes régionaux, 4 groupes thématiques, notamment le marketing digital, le FALC, le médico-social et le groupe données de santé, et 3 groupes sectoriels, donc le logement social, banque et finances et le groupe collectivité. Voilà, donc pour placer un petit peu le contexte de la fonction. Donc aujourd'hui, on va parler du BABA de la protection des données. Alors, c'est un grand mot, puisque on va essayer de décortiquer un petit peu le texte, donc le règlement général sur la protection des données. C'est un texte, bien évidemment, qui est très dense, 99 articles, 173 considérants. Donc, on ne va pas les énumérer, c'est l'objectif de cette présentation. Il n'empêche que, comme l'a évoqué Paul-Olivier, il y a des principes fondamentaux et des questions notamment à se poser lorsqu'on met en œuvre un traitement, et idéalement avant la mise en œuvre du traitement. Donc, on va voir tout ça. Alors finalement, ce règlement, c'est quoi? On part de la base, c'est la loi informatique et liberté de 78, c'est la loi française au niveau national qui avait déjà posé un ensemble de règles et qui ont été repris dans l'essentiel et retranscrits dans le règlement. Donc finalement, on peut se dire déjà qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté si on était un minimum sensibilisé sur la loi informatique et liberté de 78. Il n'empêche qu'il y a de grandes nouveautés, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Et qu'à ce titre, parmi les nouveautés, vous avez plusieurs points, dont l'harmonisation au niveau européen de la réglementation, puisqu'aujourd'hui, les lois nationales se sont mises d'accord en fait, sur les règles appliquées en matière de protection des données. Par ailleurs, sur le champ d'application territorial, comme je vous le disais, donc, le RGPD a vocation donc, du coup, à être appliqué dans l'Union européenne, et donc pour les résidents de l'Union européenne. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous pouvez très bien être résident de l'Union européenne de base et vivre aux États-Unis. Le RGPD ne s'appliquera pas dans la mesure où la loi, les lois d'ailleurs, des États-Unis qui s'appliqueront en la matière. Donc, le champ d'application territoriale, c'est quoi? C'est dès que vous allez mettre en œuvre un traitement, vous allez proposer un service à destination d'un pays qui est sur le territoire de l'Union européenne, le RGPD aura vocation à s'appliquer. Concernant les grandes nouveautés également du RGPD, alors on parle beaucoup de responsabilité, effectivement, et non des moindres. Vous avez d'une part une responsabilité accrue du responsable de traitement, il faut bien son nom, le responsable de traitement, et donc pourquoi une responsabilité accrue? On passe, si vous voulez, depuis la loi de 78 au RGPD à un système de formalités préalables, c'est-à-dire des déclarations sur les traitements, des déclarations notamment, que vous deviez mettre en œuvre et déclarer auprès de la CNIL, aujourd'hui qui n'existe plus, sous réserve de ne pas mettre en œuvre des traitements de données de santé, où là vous avez encore des formalités préalables qui sont toujours existantes, ou si vous relevez d'un secteur régalien, donc police, justice, vous avez des demandes d'avis à réaliser auprès de la CNIL.
Mais pour le reste, c'est vrai qu'il y a une suppression des formalités préalables à faire auprès de la CNIL. Et à ce titre, vous devez prouver à chaque fois votre conformité ou en tout cas les décisions, et j'y reviendrai. Et par rapport à la responsabilité, vous avez aussi le sous-traitant qui devient un acteur majeur et à part entière en fait dans le traitement et qui devient lui aussi responsable. Alors, c'est assez naturel finalement, puisque le sous-traitant est souvent inclus dans la chaîne du traitement. Donc ça va nécessiter nécessairement des contrats entre le responsable de traitement et le sous-traitant d'une part, pour montrer un peu la responsabilité, voire la répartition des responsabilités dans certains cas, et par ailleurs pour responsabiliser très clairement un acteur qui va collecter de la donnée ou en tout cas qui va la traiter. Enfin, concernant pour replanter le décor, et après j'en terminerai sur le RGPD d'une manière générale, vous avez le renforcement des droits. Donc, il y avait des droits qui existaient déjà, qui ont été renforcés, puisque le principe de base du règlement européen, c'est de vraiment renforcer pleinement les droits des personnes concernées. On replace la personne concernée, donc la personne pour qui et envers qui on va collecter de l'information, on la remet au cœur de cette réglementation, ce qui est un peu normal puisqu'on va collecter de la donnée la concernant. Donc, il y avait déjà des droits qui étaient existants et d'autres qui ont été ajoutés. On pense notamment aujourd'hui au droit à la portabilité. Voilà, donc j'y reviendrai tout à l'heure, mais en gros, on renforce vraiment pleinement le droit des personnes. Alors, bien évidemment, une fois que je vous ai dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut se dire de plus ? Par rapport à la réglementation, on a une question principale à se poser. C'est le traitement de données. Qu'est-ce qu'un traitement de données ? Donc, il est posé à l'article 4 du RGPD. Et on apprend donc qu'il s'agit de toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou à des ensembles de données à caractère personnel. Et là, vous avez une liste non exhaustive en fait apportée par le texte, comme la collecte, l'enregistrement, la consultation, la diffusion, l'effacement, la destruction, etc. etc. Donc, liste non exhaustive, puisqu'on peut se dire qu'à partir du moment où, dans le cadre de la sphère professionnelle, oui, parce que le RGPD ne s'applique pas dans la sphère personnelle, voilà. Donc, dans le cadre de la sphère professionnelle, à partir du moment où vous allez manipuler de la donnée, vous avez 99% de chances de réaliser un traitement qui nécessitera donc une protection de l'information et qui sera soumis au RGPD. Cela étant dit, il est vrai que cette notion qui est pourtant essentielle doit être cumulée avec une notion qui est très souvent oubliée. En fait, j'ai indiqué parfois, mais en fait, c'est la notion de fichier. La notion de fichier, quant à elle, elle est également posée par le texte. Et il s'agit de tout ensemble structuré de données accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique. Alors, on peut se poser la question, c'est vrai que pour certains traitements, on ne sait pas trop, justement, si ça relève d'un fichier structuré. Donc, pour un exemple de fichier structuré, on peut partir de celui de l'armoire, en fait, l'armoire qui est disponible au service des ressources humaines et dans lequel vous allez avoir des chemises intégrant finalement les dossiers du personnel. Il s'agit bien d'un fichier, donc d'un format structuré qui, à ce titre, répond donc à la notion de fichier et constitue un traitement de données. Par ailleurs, ces classeurs donc, sont stockés dans une armoire. Il y a un stockage de l'information. Vous êtes bien en présence d'un traitement de données à caractère personnel. En revanche, lorsque vous allez déposer simplement le courrier des personnes au sein des différents services, je l'ai vécu, donc dans les couloirs, vous avez des bannières où vous pouvez déposer le courrier. On peut se poser la question de savoir s'il s'agit d'un format structuré, et donc à ce titre, à mon sens, ça ne constitue pas un fichier, donc ce n'est pas un traitement. En revanche, le fait d'acheminer et de faire le suivi de cette livraison de courrier constitue bien un fichier et donc un traitement au sens de la réglementation. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, dans le cadre de la sphère, dans le cadre professionnel, vous avez vraiment 99% de chances de réaliser un traitement. Et donc, la conséquence de tout ça, une fois qu'on est arrivé à identifier le traitement, ou si on se pose la question de savoir si on est bien en présence d'un traitement,
c'est le concept du privacy by design. Alors, c'est la conformité dès la conception. Et on ira même encore plus loin puisqu'on va parler de privacy by design by default. Donc, c'est la protection des données en amont et par défaut. C'est-à-dire que dès le départ, il faut identifier et introduire les aspects de la protection des données à caractère personnel qui se traduisent notamment par des mesures techniques et organisationnelles appropriées permettant de protéger ces données. Alors, l'expression mesures techniques et organisationnelles appropriées n'est pas de moi, hein, c'est bien le texte qui la pose. Et à ce titre, il faut savoir qu'effectivement, le RGPD renforce aussi davantage et insiste bien sur les mesures de sécurité que l'on doit mettre en œuvre. Et donc, les mesures techniques se traduisent vraiment vraisemblablement par les mesures de sécurité. Les mesures organisationnelles, quant à elles, c'est plus au cœur de l'humain finalement, enfin principalement, il n'y a pas que ça. C'est le fait, avant la mise en œuvre d'un traitement, de réunir autour de la table les directions, les métiers, pour savoir ce qu'on va faire de l'information. Voilà, donc les mesures techniques et organisationnelles appropriées. Donc, on en vient finalement au cœur de la réflexion. Vous avez les principes fondamentaux que je vais énumérer. Et puis, dans quelle mesure on doit se poser ce genre de questions. À partir du moment où vous allez avoir un traitement à mettre en œuvre, idéalement, vous allez vous poser ces questions-là avant l'effectivité du traitement. Donc, naturellement, lorsque vous allez collecter une information, vous allez vous demander le pourquoi. Donc, c'est le principe de finalité. Pourquoi je collecte cette information? Sur quel fondement? Le fondement, c'est la base légale du traitement, c'est le principe de licéité qui est posé dans le règlement. Et donc, à ce titre, au sein de son article 6, vous en avez plusieurs. Vous avez le choix, en fait. Vous pouvez établir un traitement sur la base du consentement, la base de l'exécution d'un contrat ou de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée, les obligations légales, la sauvegarde des intérêts vitaux, la mission d'intérêt public, notamment si vous êtes une administration, et les intérêts légitimes du responsable de traitement. Alors, c'est vrai que depuis l'entrée en vigueur du RGPD, on a beaucoup entendu parler du consentement. Voilà, on mettait du consentement des personnes, des internautes à tout va. Sachez qu'il existe d'autres bases légales et qui seront peut-être même plus pertinentes que le consentement en tant que tel. Une fois que vous êtes posé ces questions-là, vous devez aussi vous demander nécessairement si vous avez besoin de plus d'informations que ce que vous allez collecter. Typiquement, dans le cadre de la newsletter, logiquement, le simple fait de demander l'adresse courriel devrait suffire pour que la personne puisse recevoir la newsletter. Et à ce titre, vous appliquez bien le principe de minimisation de la donnée. Vous n'avez pas nécessairement le besoin donc d'avoir le nom et le prénom. En revanche, vous avez peut-être un intérêt légitime à avoir le nom et le prénom de la personne dans le cadre de la newsletter si vous décidez de faire une newsletter personnalisée. Voilà. Donc, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser au départ, tout simplement. Et puis, le pendant en fait, de tout ça, c'est la durée de conservation. Principe dans le règlement, c'est bien, on va collecter une information dans un but précis. Il faut que ce soit proportionné. Et une fois qu'on n'a plus besoin de l'information, on devrait la supprimer. Alors, je vais tempérer mes propos, hein, parce que la suppression, c'est quelque chose d'assez complexe, la durée de conservation au sein du texte. Pourquoi? Parce que d'une part, vous pouvez très bien avoir un outil GED notamment, donc un outil RH, qui a été conçu même avant l'entrée en vigueur du RGPD et qui n'a pas prévu cette faculté de suppression de l'information. Donc, vous allez saisir au sein de votre logiciel votre nouveau collaborateur et finalement, cette information ne disparaîtra pas alors même que la personne ne sera plus au sein de votre entreprise. Donc, c'est quelque chose de très complexe. Et donc, on peut se poser d'autres questions. Qu'est-ce qu'on fait finalement si on n'arrive pas à supprimer? Y a-t-il d'autres possibilités? Bon, idéalement, on a bien le droit de suppression qui va s'appliquer, mais dans ce cas-là, il y a aussi d'autres principes. Vous avez la base active, la base d'archivage intermédiaire et la base d'archivage définitif. Donc, le système d'archivage, c'est possible. C'est peut-être une solution qui peut répondre à certains problèmes. Par ailleurs, vous avez également donc, le principe de sécurité. Alors, on le voit aussi notamment aujourd'hui depuis le confinement où on a dématérialisé et déployé un certain nombre d'outils à distance
les outils collaboratifs, les outils de communication. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment dans le RGPD, la sécurité, elle est vraiment au cœur de la réglementation et ça constitue aujourd'hui vraiment l'un des principes fondamentaux de la protection des données. Et donc, pourquoi je vous dis ça? C'est vrai qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est une préoccupation majeure. Je ne ferai pas état justement des cas de cyberattaques, comme on a pu tous en entendre parler, le lire dans la presse, etc. Il n'empêche que dans le rapport d'activité de la CNIL, donc dans son dernier rapport, elle a recensé 2825 notifications de violations de données, et notamment plus de 500 d'entre elles qui ont une origine rançongiciel. Voilà, donc finalement, la sécurité fait partie des questions qu'il faut réellement se poser avant la mise en œuvre d'un traitement et même après. En fait, c'est sur toute la continuité de votre traitement, finalement. Après, vous avez d'autres mesures de sécurité. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais notamment pour les supports papier, il ne suffit de rien finalement pour pouvoir sécuriser l'information. Une clé pour fermer votre armoire, voilà, verrouiller votre poste d'ordinateur. Donc là, on n'est plus sur les supports papier. Et vous avez compris l'idée, parfois, il suffit de simples formalités pour que vous puissiez sécuriser un minimum la donnée à caractère personnel et les supports. Et enfin, il y a une dernière question à se poser, et non des moindres, c'est alors comment informer les personnes du traitement de données à caractère personnel. Donc, je ne vais pas les énumérer, mais c'est vrai que je vous invite à lire les articles 13 et 14 de la réglementation. Vous avez donc deux types d'informations. Lorsque vous êtes en présence d'une collecte directe, voilà, vous avez fait la demande directement auprès de la personne de sa propre information. Et dans le cas d'une collecte indirecte, donc vous avez récupéré l'information depuis quelqu'un d'autre, etc., etc. Voilà, donc je vous renvoie donc à la lecture de ces deux articles. Mais il n'empêche donc que pour le principe de transparence, et je vais revenir tout à l'heure, vous avez un certain nombre de mentions obligatoires à préciser à la personne concernée, ce qui peut être assez contraignant, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir pleinement la maîtrise de l'information dès le départ. Et par ailleurs, il faut nécessairement penser à comment on va répondre à une demande d'exercice de droit des personnes. Pour l'avoir vécu, c'est vrai que c'était au tout début, donc on avait 2 ans pour se mettre en conformité avec le RGPD, donc c'était avant d'être au sein de la FCDP, donc je décharge de toute responsabilité mon association, qui est mon employeur aujourd'hui. Donc, on vous fait une demande de droit d'accès et vous n'êtes pas préparé parce que vous êtes en pleine réflexion, en pleine tentative de conformité, etc. Et donc, un collaborateur va faire une demande de droit d'accès. Bon, très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que la demande de droit d'accès, elle peut être générale comme spécifique, mais il n'empêche que très souvent, on va vous demander l'ensemble des informations que vous avez en votre possession sur cette personne. Et donc, il faut commencer à chercher aussi bien dans les papiers, aussi bien dans les supports Excel, aussi bien dans le logiciel RH. Donc, c'est un peu compliqué et c'est vrai que pour l'avoir vécu, il faut forcément essayer de maîtriser tout cela dès le départ et processer. Voilà. Processer. Ça peut aussi mettre en œuvre des mesures techniques si vous en avez la possibilité voilà, on peut permettre via ce logiciel une extraction qu'on enverra ensuite de manière sécurisée, etc. Mais en tout cas, c'est des questions à se poser réellement parce que sans ça, vous ne serez pas conforme de toute façon à la réglementation. Ce serait dommage. Donc, finalement, quel est l'intérêt de se poser ces questions? Pourquoi on voudrait se mettre en conformité avec une réglementation? Pourquoi on protégerait les données? Bonne question. Alors, il y a un intérêt qui est forcément juridique. Le RGPD, on a beaucoup parlé du consentement, etc., mais on a aussi beaucoup parlé de la sanction. Voilà. Donc, 4% du chiffre d'affaires annuel et mondial. C'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Donc, bien évidemment, l'intérêt est financier et juridique, finalement, puisque la CNIL peut taper à votre porte, contrôler et vous sanctionner pour vos manquements sur les traitements mis en œuvre. Donc, ça, c'est le premier point. Vous avez un autre intérêt également qui est toujours financier, qui est qu'à partir du moment où vous allez vous poser les bonnes questions avant la mise en œuvre d'un traitement de données, potentiellement, vous n'allez pas revenir dessus après et donc rajouter des mesures techniques et organisationnelles
qui engendrerait un coût supplémentaire en fait, dans l'installation de votre infrastructure, par exemple. Voilà. Vous avez également un intérêt qui est organisationnel, puisque vous avez réussi à avoir la maîtrise pleine et entière de l'information, et donc à ce titre, vous allez gagner du temps, très clairement, sur le process. Et puis réputationnel, qui est un gage de confiance, bien évidemment. J'en parlais tout à l'heure pour les mesures de sécurité. Il y a quelque chose de très simple. Hein. Personnellement, j'aurais pas très envie d'aller sur un site de e-commerce si je vois que le site de e-commerce n'est pas en HTTPS au minimum. Voilà, donc clairement pour prouver sa valeur et prouver la confiance, pour gagner la confiance des clients potentiels, c'est un enjeu assez majeur. Alors pour information, en 2020, la CNIL a opéré 247 contrôles. Dans le détail, c'est 82 contrôles en ligne, 74 sur pièce, 72 sur place et 19 sur audition. Donc, j'ai deux choses à dire là-dessus. La première, c'est que pour les 82 contrôles en ligne, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est vrai que la CNIL a la possibilité aujourd'hui de se balader sur les sites Internet, de se faire passer pour un internaute, etc., juste pour vérifier effectivement que le site Internet est conforme à plusieurs thématiques, hein, à juste titre. Donc, la sécurité, ça peut être les cookies, notamment les cookies en ce moment. Voilà, donc si vous voulez, le site Internet, c'est vraiment la vitrine de votre conformité. Essayez à minima d'être carré là-dessus, puisque la CNIL peut, comme tout le monde, accéder à ces informations-là. Et donc, je vous parlais des cookies, je ne l'ai pas inventé, ce n'est pas une fantaisie de ma part. Hein. La CNIL l'a dit dans son rapport d'activité qu'il s'agissait de l'une des thématiques prioritaires de 2021 avec la cybersécurité et la sécurité des données de santé. Vu les cas de cyberattaques, ce n'est pas étonnant. Voilà, donc pas de surprise. On peut se poser une question, hein, c'est comment prouver sa conformité, parce que l'intérêt de tout ça, effectivement, c'est de préparer et d'éviter la sanction d'une part, mais par ailleurs, vu qu'il n'y a plus le système de formalité préalable dont je vous ai parlé au début, vous devez sans cesse documenter l'ensemble des décisions que vous allez prendre. Donc, en commun, hein, bien sûr, hein, vous n'êtes pas tout seul à décider, mais il n'empêche qu'il faut le documenter. Et ça fait partie vraiment des obligations principales aujourd'hui pour respecter la réglementation. Donc, je vous ai donné quelques exemples. À titre personnel, donc, auparavant, j'avais été déléguée à la protection des données adjointes. Dans le cas du RGPD, on ne nous imposait plus de réaliser le bilan annuel. Donc, c'est un bilan, justement, vous allez faire un état des lieux de votre conformité et vous allez présenter ensuite aux directions. Donc, il n'est plus obligatoire aujourd'hui, mais c'est quand même une bonne pratique que je vous conseille d'avoir même en interne, ne serait-ce que pour toujours maintenir une visibilité. Et par ailleurs, ça fait partie peut-être des documents de conformité que vous pourrez présenter à la CNIL en cas de besoin. Mais bon, donc vaste sujet. Et la question principale qui revenait au sein de mes directions, c'était, bon, bah alors, est-ce qu'on est conforme ? Oui, alors, la conformité, ce sujet, donc, c'est quelque chose donc, qui est sur une continuité. Hein, il n'y a pas de conformité à 100%, mais il n'empêche qu'il faut au quotidien faire un effort supplémentaire pour respecter notamment le droit des personnes, pour bien s'assurer de la sécurité de l'information et, in fine, pour respecter vraiment les principes fondamentaux. Donc, je vous ai donné une liste non exhaustive. C'est une démarche assez personnelle, mais je pense qu'il peut s'appliquer à tout le monde et qui parle à tout le monde, notamment le fait de cartographier l'ensemble des processus, les supports et aussi le cycle de vie de la donnée, voilà, pour avoir vraiment une pleine et entière maîtrise de ce qu'on fait en fait des données des personnes. Vous avez établi le registre des traitements. Alors là, pour le coup, ce n'est pas une démarche personnelle, hein, c'est une obligation. Voilà, donc il faut bien tenir son registre, le mettre à jour si besoin, avec toutes les fiches de traitement nécessaires. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a le sous-traitant qui devient pleinement responsable. Et donc, à ce titre, lorsque vous allez sous-traiter de l'information, vous allez devoir renégocier ou négocier les contrats avec les sous-traitants et donc les mettre en conformité avec les dispositions de l'article 28. Voilà, je vous invite à lire aussi cet article qui est très important. Donc, l'article 28 du RGPD.
Vous avez pris toutes les mesures pour sécuriser les données et comme je vous le disais tout à l'heure, même le papier, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais ça fait partie de la réglementation. Vous avez fait les PIA, donc les PIA, c'est les analyses d'impact sur la vie privée. Vous pouvez avoir des cas obligatoires, notamment pour les réaliser. Et moi, je vous invite quand même, selon la complexité de votre traitement, à le faire, quand bien même il s'agit de quelque chose qui est très lourd à mettre en œuvre. D'une part, parce que finalement, ça vous permet d'avoir une discussion autour de la table avec les métiers, encore une fois, et puis les responsables. Et par ailleurs, parce que ça permet aussi d'anticiper les éventuels coûts supplémentaires ou les éventuels risques sur les droits et libertés des personnes. Donc voilà. Vous avez encadré donc, les transferts de données hors Union européenne. Surtout, on en a entendu parler avec l'invalidation des clauses du Privacy Shield, pardon, donc c'est la Schrems 2. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pose la question de savoir comment on va encadrer les transferts de données. Alors, bien évidemment, vous avez les clauses contractuelles type de la Commission européenne, mais pas uniquement. Vous avez aussi des systèmes de certification, les systèmes de BCR, et pas BRC, pardon, je l'ai mal indiqué. Donc voilà, c'est aussi des questions à se poser. Et par ailleurs, j'en profite, puisqu'on déploie beaucoup d'outils de manière dématérialisée, ça nécessite forcément, ou pas, mais forcément, une entrée dans le cloud. Et donc, à ce titre, vous devez quand même vous poser la question de savoir où se situent les données à caractère personnel. Est-ce qu'elles sont sur le territoire de l'Union européenne ou pas? Et si ce n'est pas le cas, il faut regarder aujourd'hui donc la réglementation dans le pays qui n'est pas adéquat ou considéré comme adéquat par la Commission. Voilà. Vous informez les personnes sur l'existence du traitement. Donc ça, c'est effectivement, dès lors que vous allez mettre en œuvre un traitement sur leurs données, vous les informez. Et puis, vous justifiez toujours la prise de position que vous allez effectuer. Donc finalement, j'en reviens encore à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment documenter l'ensemble de toutes vos actions. Voilà, tout simplement. En résumé, c'est ça. Tout simplement. Concernant les droits des personnes, voilà, donc vous en avez un certain nombre qui sont les plus emblématiques et puis qui favorisent finalement le cœur du sujet qui est la protection des données des personnes envers qui vous allez collecter l'information, que ce soit le client, le collaborateur, l'usager. Voilà, vous avez des questions à vous poser concernant leurs droits. Donc, bien évidemment, vous êtes transparent. Le droit d'accès, je ne vais pas tous les présenter dans le détail, mais quand même, le droit d'accès, c'est vraiment le droit qui fait aujourd'hui l'objet, enfin, c'est le droit emblématique en fait, de la réglementation, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, vous serez susceptible d'avoir une question sur le fait de récupérer l'ensemble des informations ou partiellement. Voilà, que ce soit de manière directe ou indirecte. Donc, faut quand même penser à ce droit-là. D'autant plus, finalement, que le droit d'accès, c'est quand même un droit qui est utilisé beaucoup par les collaborateurs, notamment dans le cadre d'un contentieux ou d'un pré-contentieux. Mais pas uniquement, hein, mais quand même. Et donc, à ce titre, il faut quand même réfléchir à ce que vous allez faire là-dessus. Vous avez le droit de rectification, donc c'est plutôt un droit assez naturel. Hein. Vous avez une information erronée concernant une personne, elle vous demande de la corriger, vous la rectifiez, et puis on n'en parle plus. Le droit d'opposition, donc le droit d'opposition, c'est lorsque vous avez publié une information sur une personne et qu'elle s'oppose à la publication, voilà, elle peut s'y opposer. Voilà. Vous avez le droit à l'effacement, le droit à l'oubli, le droit au déréférencement. Donc, le droit d'effacement, effectivement, si l'information est corrigée ou si elle est susceptible de ne plus être pertinente, la personne peut demander la suppression de cette information. Après, vous pouvez avoir une obligation légale qui vous oblige à conserver l'information. Dans ce cas-là, il faut le préciser. Le droit à la limitation du traitement, c'est notamment lorsque on vous demande de corriger une information, mais que vous avez des vérifications à faire. Dans ce cas-là, vous gelez le traitement, vous le mettez en pause, le temps de la vérification et le temps du traitement de l'information. Le droit à la portabilité, on en a beaucoup entendu parler depuis l'entrée en vigueur du RGPD, mais finalement, c'est un droit qui existait déjà, notamment lorsqu'on regarde les opérateurs télécoms, ils n'ont pas attendu le RGPD pour mettre en œuvre de la portabilité.
Donc, le droit à la portabilité, c'est le fait de réutiliser, enfin de transférer, de porter les données d'une manière réutilisable par machine. Voilà. Donc, en gros, le droit à la portabilité ne s'applique pas pour les données qui sont sur papier. Et puis, vous avez le profilage, la décision automatisée. C'est des droits auxquels il faut nécessairement penser. Voilà, j'en ai fini pour la présentation de ces droits. Et pour terminer, c'est vrai que si vous êtes curieux, si vous aimez lire et puis si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur le RGPD, vous avez quelques exemples de ressources utiles, donc notamment le manuel de survie RGPD de Fabrice Mataccia, qui a été rédigé notamment à destination des PME, PMI. Vous avez le délégué à la protection des données en action, l'exercice de la fonction de DPO au quotidien. Forcément, en tant qu'association des DPO, on ne peut pas aller à l'encontre de notre fonction première, qui est vraiment la protection des données. Et donc, je vous invite à lire cet ouvrage. Vous avez aussi d'autres ouvrages avec des fiches pour réussir votre conformité. Et puis, vraiment, je vais peut-être un petit peu insister là-dessus, mais le RGPD commenté annexé de la FCDP, pourquoi? Parce que, bon, voilà, je vous le montre. C'était mon outil, c'est mon outil quotidien, et il est vraiment très utile. C'est vrai que c'est bien d'avoir le RGPD à côté de soi, de manière matérialisée. Et voilà, comme je vous disais, 99 articles, 173 considérants. Je suis bien contente de l'avoir. Après, vous avez aussi le site de France Num, forcément, avec notamment la page Comprendre le numérique, qui est vraiment très bien faite, et puis un ensemble d'actions et d'accompagnements avec des indications, des formations gratuites pour vous accompagner dans la transformation digitale. Et bien évidemment, le site de la CNIL et le site de l'ANSSI. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, avec un ensemble de guides vraiment pratiques pour vous aider dans cette démarche de transformation du digital et de conformité. Voilà, donc j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention et je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Je vais arrêter le partage aussi. Merci Marina. On a eu beaucoup de questions, effectivement. Alors, tout d'abord, peut-être un rappel, le webinaire est enregistré et il sera mis à disposition par France Num. Ça permet de répondre à plusieurs questions. À propos de la newsletter, tu expliquais qu'il était possible de demander certaines informations complémentaires pour la personnalisation, et dans ce cas-là, on pouvait faire appel à l'intérêt légitime. La question est, faut-il justifier de la personnalisation de la newsletter pour que l'intérêt légitime soit valable? En fait, alors, je prendrais la question dans l'autre sens, c'est il faudrait justifier l'intérêt légitime pour que la personnalisation de la newsletter soit valable. Voilà, donc en fait, c'est vrai que si vous avez le besoin, un intérêt légitime à personnaliser la newsletter, effectivement, il faut de toute façon le justifier, puisque dans le principe de base, l'essence même de la protection des données, vous avez le principe de minimisation. Uniquement, l'adresse courriel devrait suffire, si vous voulez, à cet envoi. Mais il n'empêche que vous pouvez très bien vous baser sur l'intérêt légitime si il s'agit effectivement de collecter d'autres informations comme le nom et le prénom. En revanche, à ne pas confondre cet intérêt légitime-là avec une autre base légale. Vous pouvez notamment, dans le cadre de la prospection commerciale, demander le consentement de la personne, c'est mieux d'ailleurs. Voilà, donc j'espère avoir répondu à cette question. Deux questions relatives aux associations. D'une part, on demande si le DPO est indispensable pour une association, et d'autre part, pour une petite association, qu'est-ce que l'on pourrait conseiller comme lecture pour des gens qui ont peu de moyens pour une petite association? Alors, je vais répondre aux
aux deux, avec en complément Paul-Olivier, je pense. Alors, pour le DPO, bien évidemment, il est essentiel, peu importe la structure dans laquelle on est. Après, c'est vrai que dans le texte, si vous avez des cas obligatoires, notamment lorsque vous êtes une administration publique, vous devez désigner un délégué à la protection des données. Mais il n'empêche qu'au sein de votre structure, si quelqu'un d'aventure est très motivé, a une certaine appétence et les compétences pour devenir DPO, je vous recommande et je vous invite à en avoir un, ne serait-ce que justement pour essayer d'avoir une gouvernance autour de la protection des données. Concernant les moyens, je ne me souviens plus de la question. Qu'est-ce qu'il y aurait comme source d'information pour s'informer facilement quand on a peu de ressources? Alors, vous avez le site de la CNIL qui est vraiment très bien fait. Merci, Patrick. Le site de la CNIL, vous avez un ensemble de rubriques et d'articles. D'une part, pour faire un point, donc ça a été nouveau. Vous avez un formulaire en ligne pour juger un peu de la maturité de votre structure sur la conformité et la protection des données. Ça peut faire un premier point d'étape. Et puis après, surtout, vous avez un ensemble de documentation un peu partout sur le site de la CNIL. Donc, je vous invite vraiment à aller voir de prime abord cette source-là. Après, accumuler aussi avec le site de l'ANSSI, puisque pour les mesures de sécurité, vous avez aussi un ensemble de bonnes pratiques qui sont d'ailleurs reprises aussi dans les rubriques de la CNIL. Donc, je dirais d'abord les sites institutionnels, et puis après, si vous avez peu de moyens, aussi, si vous avez besoin d'en savoir plus, toujours voir aussi peut-être avec les réseaux professionnels comme la FCDP pour pouvoir justement échanger librement en fait, sur vos problématiques au quotidien. Une question à propos du droit d'information. Une personne me donne sa carte de visite dans un salon, je l'intègre dans mon CRM. Est-ce qu'il faut que je l'informe de ce traitement dans la mesure où on peut penser que si elle m'a donné sa carte, c'est qu'elle peut penser que je vais m'en servir? Alors oui, il y a effectivement, donc le consentement, c'est un acte positif clair. On pourrait légitimement se poser cette question. En revanche, lorsque la personne va vous donner sa carte de visite que vous allez introduire dans le CRM, elle peut vraisemblablement se dire qu'éventuellement ce serait pour être recontactée, mais il n'empêche que ça ne s'invente pas. Il faut la prévenir, il faut l'informer de ce que vous comptez faire en fait de cette information. Une personne nous indique qu'elle travaille avec beaucoup de commerçants qui ont des caisses connectées où on ne peut pas effacer les données des clients. Est-ce qu'on a des solutions à proposer? Je n'ai pas de solution miracle, je crois, sur cette question, je suis désolée. Il n'empêche peut-être repenser justement à comment faire en sorte que les informations soient supprimées, mais je n'ai pas la solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a quelque chose qui consiste à aller revoir son fournisseur en disant j'ai un outil qui ne me permet pas, votre outil ne me permet pas d'avoir l'ensemble des fonctionnalités pour que je traite de manière régulière et conforme avec le RGPD les données de mes clients. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Mais je pense que la bonne stratégie, c'est justement de pouvoir de faire cette démarche et d'en conserver la trace pour montrer que la problématique a été vue et que la responsabilité est finalement celle du fournisseur. Parce qu'il y a un point intéressant avec les évolutions sur la relation entre le responsable de traitement et son sous-traitant. Et j'ajoute que c'est des sujets communs intéressants à traiter entre nous, parce que le France NUM peut aussi peut-être avoir un rôle par rapport aux fournisseurs, à la façon dont on affiche aussi les activateurs, prestataires, offreurs de solutions sur le site. Ça peut être des sujets de question. Oui, ça c'est quelque chose sur lequel on pourrait travailler tout à fait avec vous et avec un grand plaisir. Une question qui revient souvent chez les DPO, est-ce qu'il existe une source d'information générique sur les durées de conservation dans le cadre du e-commerce en particulier, parce que ce n'est pas évident de trouver des informations sur la notion de durée de conservation.
Alors, du coup, le site de la CNIL, alors vous ne retrouvez pas un ensemble d'informations, et ça d'ailleurs, je ne l'ai pas dit lors de ma présentation. Vous avez plusieurs points. Le premier, c'est que sur le site de la CNIL, vous avez des référentiels sectoriels, notamment, et des référentiels tout court, le référentiel RH, notamment, dans lequel la CNIL va vous indiquer un certain nombre de durées de conservation à titre indicatif. Oui, parce que vous pouvez très bien aussi avoir parfois des durées de conservation qui dépendent d'une loi, en fait, donc qui sont indiquées, c'est une obligation légale. Et dans ce cas-là, la question ne se pose pas. Lorsque la question ne se pose pas, effectivement, il faut trancher. Et donc, vous êtes totalement libre de décider de votre durée de conservation, toutefois, tout en restant vraiment collé à l'objectif de votre traitement. Voilà, donc c'est vrai que voyez bien le site de la CNIL, il y a vraiment un ensemble d'informations et des packs des anciennes normes, en fait, qui ne sont plus applicables aujourd'hui, mais qui constituent des bonnes bases de référence pour vous inspirer et vous rapprocher du mieux que vous pouvez de la bonne durée de conservation. Personne ne s'étonne du petit nombre de contrôles de la CNIL, 247 contrôles sur les millions de sites qui sont accessibles. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a aussi peu de risques d'être contrôlé? Bon, est-ce qu'il y a peu de risques? Il y a toujours un risque. Donc après, c'est à vous d'après. Paul-Olivier, je pense que vous pouvez ouvrir votre... J'ouvre mon micro et en général, ça permet d'être mieux entendu. Non, en fait, il y a un risque. C'est certain qu'il n'est pas un risque absolument énorme. Simplement, on peut prendre deux exemples. Les sanctions sont toujours très significatives par rapport à la taille de l'entreprise. Et donc, ça fait toujours mal que de subir. Alors, le contrôle en lui-même n'est pas une activité très agréable. C'est des pouvoirs qui sont quasiment des pouvoirs de perquisition. On peut penser à la police ou à l'inspection du travail. Donc, ça donne un petit peu une idée du degré de convivialité du contrôle. Deuxièmement, les sanctions sont toujours très significatives par rapport à la taille de l'organisation, à la taille de l'entreprise. Elles sont proportionnées. Donc, si on n'a pas fait grand-chose, on n'aura pas grand-chose. Mais s'il y a une négligence très forte, là, ce sera des sanctions qui seront tout à fait significatives. Une question qui concerne plutôt Paul-Olivier. Est-ce qu'on pourrait rappeler la notion de DPO externalisé qui doit permettre probablement aux petites structures de pouvoir mutualiser leurs moyens? Tout à fait. Le DPO n'est pas nécessairement un salarié. Ça ne peut pas être le dirigeant de l'entreprise, parce que le dirigeant de l'entreprise ou de l'organisation ou de la structure est le dirigeant, le responsable de traitement. En revanche, il est possible de recourir soit à des prestataires, soit à des structures qui permettent d'avoir un DPO pour plusieurs structures de petite taille, ayant a priori les mêmes besoins, les mêmes problématiques. Donc, ça permet d'avoir, et c'est un point qui est intéressant parce que toutes les entreprises, toutes les organisations n'ont pas nécessairement un volume d'activité avec des données personnelles qui permettent d'employer quelqu'un à temps complet et surtout d'avoir quelqu'un à temps complet qui est sollicité de manière significative. Donc là, l'avantage de l'externalisation du DPO, que ce soit par la mutualisation ou la sous-traitance de cette fonction, ça permet aussi d'avoir un niveau d'expertise et d'alerte qui est plus élevé que si la fonction est prise en interne et que le volume d'activité est insuffisant pour maintenir en forme la personne en charge de cette fonction. Une question à propos des cookies, il y a pas mal de questions à ce sujet. Je suis responsable en tant que sous-traitant web d'un client et le client ne souhaite pas mettre en place sur son site un plugin sur la possibilité de choix des cookies. Est-ce que dans ce cas, je dois lui faire signer un document qui me dégage de ma responsabilité? Oui,
au titre de la traçabilité, de la mise en œuvre de ces responsabilités. Il y a à la fois des dispositions qui viennent du RGPD, puis il y a la notion aussi de devoir de conseil du professionnel informé par rapport à celui qui ne l'est pas. Donc, il faut au moins avoir la trace d'une action auprès de ce client pour qu'il se mette en conformité. De quels moyens dispose une personne pour vérifier qu'une demande d'annulation a bien été effectuée? Une demande d'annulation sur… Il me faudrait un exemple. Comment vérifier qu'une demande… Alors, c'était la question, comment vérifier qu'une demande d'annulation a été effectuée? Oui, je pense qu'on parle probablement en particulier d'une demande dans le cadre du droit à l'effacement. Est-ce qu'il est possible de vérifier que la demande a bien été effectuée? Alors oui, si on a mis en place effectivement des procédures parmi lesquelles vous allez vérifier au sein de votre service que le service a bien supprimé l'information, logiquement, vous l'avez bien recensé. Et donc, dans le fil conducteur et dans les étapes de cette procédure où vous allez faire un suivi de la demande, puisque vous accompagnez cette demande jusqu'au bout, puisque vous avez 1 mois pour y répondre, logiquement, vous devriez le savoir. Voilà, mais la question, c'était est-ce que la personne elle-même peut vérifier? Et a priori, il n'y a pas de moyen absolu de vérifier que l'entreprise a bien fait le nécessaire. Mais a priori, on est censé faire confiance au fait que les demandes de suppression des données sont bien faites. Oui, parce que quand même, par rapport à ça, le responsable de traitement a quand même l'obligation de répondre aux demandes, que ce soit de manière favorable ou défavorable, mais il a quand même une obligation de répondre à cette demande. Donc, si vous avez fait une demande de suppression, il est censé vous dire « c'est bon, on a supprimé votre information, nous vous confirmons que ça a été fait » ou nous vous confirmons que ça n'a pas été fait et pourquoi. Voilà, donc dans tous les cas, vous devez effectivement vous baser sur ce qui a été dit par le responsable de traitement et vous conservez bien cette preuve-là, puisque vous pouvez exercer votre droit auprès de la CNIL pour toute vérification si nécessaire. En tout cas, vous avez le droit de porter plainte auprès de la CNIL si vous estimez bafoué. Une question qui est tout à fait d'actualité. Est-ce que Google Analytics est conforme au RGPD? Et sinon, comment faire? Alors, ça fait référence au fait que l'autorité autrichienne, en particulier, vient de déclarer que l'utilisation de Google Analytics ne respectait pas le RGPD. Olivier, je vous laisse la main. Oui. Je pense que tout d'abord, il faut attendre qu'il y ait une des décisions qui soit homogène entre les différentes CNIL européennes. Et effectivement, si c'est le cas, se posera un problème pour l'utilisation de cet outil. Une question relative au cloud. Mes données sont hébergées dans le cloud. Comment je peux être sûr qu'elles sont hébergées en Europe? Alors, on n'est jamais sûr à 300%. Il n'empêche quand même qu'effectivement, vous pouvez avoir une politique de confidentialité, une politique d'utilisation de l'information. Lorsque vous allez faire votre contrat, enfin, ça dépend en fait. Lorsque vous allez utiliser une solution cloud, logiquement, vous avez des conditions générales d'utilisation d'une part. Par ailleurs, lorsque vous êtes un professionnel, vous allez ensuite parler avec le prestataire en question qui lui offre un service dans le cloud. Et donc, vous avez toutes les mentions, logiquement, vous indiquant où se retrouve l'ensemble des informations. Si ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité aussi de poser la question directement, de savoir où sont localisés les serveurs, mais le fait de simplement demander la localisation des serveurs parfois ne suffit pas, puisqu'il faut aussi prendre en compte le transit des données à caractère personnel. Donc là, je vous invite pour le coup à demander effectivement où transitent ces informations-là. Voilà, donc pour le cloud, on n'est jamais vraiment sûr, mais il n'empêche que vous avez des contrats qui peuvent l'indiquer, des documents à caractère contractuel
pour vous aider un peu. Paul-Olivier, je ne sais pas si vous vouliez compléter. Oui, je peux dire qu'en fait, effectivement, donc, il y a des choses que l'on peut respecter plutôt facilement pour être en conformité avec le RGPD. C'est les exemples classiques que vous avez donnés. Fermer un tiroir à clé, c'est un début d'action et ça ne coûte pas très cher. Ensuite, il y en a qui sont un petit peu plus complexes, un petit peu plus sophistiqués. Ensuite, on a un autre point qui est à prendre en compte, c'est qu'on a un monde qui a beaucoup changé depuis une trentaine d'années, qui est l'époque où les bases des notions, des concepts qui sont utilisés par le RGPD ont été figés. Donc, tout ce qui est lié à la datafication du monde, c'est-à-dire le fait que l'on génère, que beaucoup d'activités génèrent des données qui permettent de les tracer, de les réutiliser, de les comprendre, donc tout ce qu'on appelle notamment les possibilités de s'utiliser en faisant du big data, c'est des choses qui sont apparues après les notions du RGPD. Il en est de même pour un certain nombre d'organisations et de traitements d'organisation et de traitement de l'information. Il y a 20 ans, dans une entreprise de taille moyenne, 1000 à 2000 personnes et avec une activité amenant à traiter de l'information, personne n'envisageait d'avoir sa messagerie qui ne soit pas sur ses serveurs. Aujourd'hui, une entreprise de cette taille-là, logiquement, n'a pratiquement plus de serveurs propres et a une informatique qui est entre guillemets virtualisée et souvent installée et opérée par des opérateurs de cloud qui sont à la fois les grands américains, mais aussi des gens comme OVH. Donc, on est dans une période où on a des principes qui ont été posés il y a une trentaine d'années, une quarantaine d'années, qui ont été régulièrement réactualisés avec les évolutions des textes européens et des évolutions technologiques qui vont assez rapidement. Et donc là, on est dans une période où il faut trouver des modalités permettant de faire coexister les principes repris par le RGPD et ces évolutions technologiques. Donc, la situation n'est pas encore stabilisée. C'est ce qu'on peut voir autour des questions de Max Schrems ou celles de Google Analytics ou de choses de ce type-là. Est-ce que ça a répondu à vos questions? Oui, je pense. Pour compléter cette question-là, c'est vrai que pour le cloud, quand bien même, effectivement, on n'a pas toute la garantie que tout soit bien protégé, il y a quand même des mesures techniques que l'on peut mettre en œuvre, et notamment des mesures de chiffrement. Voilà, donc les évolutions technologiques, ça fait partie de ce que disait Paul-Olivier. Voilà, à titre d'exemple, il faut aussi penser à ça. Une question à laquelle je vais pouvoir répondre, on posait la question de savoir si et quand le MOOC de la CNIL serait remis en ligne. La CNIL nous a indiqué il y a quelque temps que ça devrait être remis en ligne le deuxième trimestre de cette année, après une refonte complète du site du MOOC. Une question relative aux réseaux sociaux, la collecte des données sur les réseaux sociaux, en particulier par LinkedIn, pour les intégrer dans un CRM. Est-ce qu'il s'agit de données personnelles? Il s'agit de données personnelles dans la mesure où ce sont des données qui se rattachent directement à une personne physique directement, nommément identifiée. Donc là, il n'y a pas de questions à se poser là-dessus. Donc, ce sont clairement des données à caractère personnel. Voilà, la question, je ne vais pas faire une caricature, mais la question est bien posée, c'est une bonne question. Et comme je vais céder, la question est vite répondue. Voilà. Est-ce qu'un avocat peut être DPO pour une TPE? Oui. Alors, avec une nuance, c'est que le DPO est dans une fonction dite de conformité. Donc, il doit aider le responsable de traitement à respecter la réglementation relative aux données à caractère personnel. Et ce qui peut gêner et être gênant pour l'avocat
lorsqu'il est dans une position de défense de son client. Mais bon, ça, c'est les aspects propres à la déontologie du métier d'avocat. Mais sur la question de base, la réponse est oui. Il y a plusieurs intervenants qui signalent qu'à propos de Google Analytics, il existe des alternatives, et en particulier, on cite la solution Matomo, qui peut être utile pour les personnes qui voudraient avoir une alternative à Google Analytics. J'ai une page Facebook pour mon entreprise ou un compte Instagram. Est-ce que je dois considérer que Meta, la maison mère, est mon sous-traitant? Et que se passe-t-il s'il y a une fuite de données de mes clients via ces outils? C'est la responsabilité de Meta. Donc, on considère que Meta est bien un sous-traitant. Là, il s'agit. Alors, premièrement, on n'a pas beaucoup. Alors, la réponse, elle va être à tiroir. On n'est pas dans une situation de faire du conseil juridique. Il n'y a pas l'information, ce n'est pas notre habilitation, ce n'est pas l'objet de ce webinaire. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, c'est un petit peu une des choses qui a été un des apports, une des avancées du RGPD, c'est d'identifier des sous-traitants qui, dans certains cas, ont une responsabilité propre. C'est-à-dire que face à des fournisseurs d'outils, les entreprises ou les organisations n'ont pas forcément une très grande marge de définition. Donc, la position du sous-traitant qui est dans la dépendance du donneur d'ordre tel qu'on l'avait décrite de manière un petit peu, en forçant un petit peu le trait dans les années 80-90, ne s'applique pas nécessairement dans le secteur. Mais le fait est, c'est que les fournisseurs du logiciel ne déterminent pas la manière dont vous allez l'utiliser, mais en revanche, il est clair que les possibilités offertes par le sous-traitant l'engage et engage sa responsabilité. Est-ce que le responsable juridique de l'entreprise peut être le DPO? Alors, oui, sous réserve que dans le cas d'espèce, ça ne le mette pas dans une situation de conflit d'intérêts. L'exemple est simple qui vient à la tête, ça peut être le responsable juridique, sauf si celui-ci a une grosse activité sur le contentieux. C'est un contentieux de personnes physiques. Et dans ce cas-là, il aura du mal à être le DPO pour un traitement où on peut penser qu'il aura une délégation de la direction générale pour en assurer la mise en œuvre. Le RGPD est souvent associé aux contraintes et aux amendes. Ce n'est pas très vendeur pour les petites structures qui voient surtout un centre de coût. Est-ce qu'il est possible de mettre en avant des avantages à être conforme? Par exemple, des avantages commerciaux concrets. Alors, des avantages commerciaux concrets, ne faisait pas partie des objectifs des législateurs lorsqu'ils ont travaillé sur le RGPD. Ce que l'on peut dire, c'est que si on veut être véritablement conforme au RGPD, il ne faut pas le regarder sous un angle technique. Il faut le regarder sur une manière de percevoir sa relation avec les individus avec lesquels on est en relation, que ce soit des clients, des fournisseurs ou des collaborateurs. Et que globalement, c'est un principe de respect et quelque part de bienveillance. Et donc, effectivement, si on a cette attitude respectueuse et bienveillante vis-à-vis de ses clients, on n'aura pas de mal à avoir des clients et on aura beaucoup moins de mal à respecter le RGPD. Question sur la gouvernance. Est-ce que le DPO doit faire partie du CODIR? C'est pas impossible, ça peut être utile. Le seul problème, c'est que le DPO ne doit pas être amené. Il peut conseiller. Il est là pour conseiller, il n'est pas là pour décider. Donc c'est ça un petit peu la difficulté. Qu'il soit proche ou qu'il ait accès au CODIR, oui, ça c'est a priori indispensable. Qu'il en soit membre, ça peut avoir des éléments de statut, ça peut avoir des éléments permettant de renforcer son point de vue. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que ça ne le mette pas dans une situation où il est délicat de respecter les engagements et les différentes dimensions de son job.
Une question un peu complexe. Comment distinguer un prestataire d'un sous-traitant? Sachant que la notion de sous-traitant dans le RGPD doit être bien distinguée de la notion de sous-traitant au sens classique des contrats. Oui, il y a une différence de terme, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, est sous-traitant quelqu'un qui contribue de manière active à la réalisation d'un traitement de données à caractère personnel. Prestataire, c'est éventuellement quelqu'un qui intervient pour coder ou faire évoluer ou paramétrer un logiciel, mais qui n'en détermine pas les fonctionnalités. Donc, globalement, il ne faut pas s'arrêter au terme de vocabulaire. Est-ce que la personne a un rôle actif sur le traitement des données à caractère personnel? Et dans ce cas-là, il faut se poser la question de la sous-traitance au sens du RGPD. On a une personne qui nous fait une remarque par rapport à la question d'avant, à savoir que dans une démarche RSE, le RGPD peut être considéré comme un atout. Oui, et on retombe sur les mêmes problématiques que la RSE. Est-ce qu'on prend la RSE comme étant une contrainte ou est-ce qu'on prend la RSE comme étant un élément permettant de valoriser l'engagement de l'organisation ou de l'entreprise en faveur d'un avenir commun meilleur? Existe-t-il des outils qui permettent de simplifier l'ensemble des démarches RGPD pour les TPE ou les auto-entrepreneurs? Alors, la TPE auto-entrepreneur, je ne sais pas spécifiquement, mais en général, il y a des outils qui sont mis à disposition et on peut penser que quelqu'un qui est auto-entrepreneur n'aura pas de gros problèmes de données à caractère personnel compte tenu des limitations de chiffre d'affaires et de volume d'activité liés à ce statut. On revient sur la question de LinkedIn. Quelqu'un demande si le fait de mettre ces données personnelles sur un site public ne revient pas à donner en main propre une carte de visite. On peut penser que c'est cousin, oui. Avec des précautions, le fait que les données personnelles soient accessibles publiquement ne veut pas dire qu'on peut les réutiliser sans l'accord de la personne. Oui, mais ça, c'est aussi une autre question qui est un point un petit peu technique et qui est arbitré. C'est-à-dire qu'en fait, le RGPD concerne les données à caractère personnel, c'est-à-dire les données qui se rattachent directement ou indirectement à une personne, et qui n'est pas identique à la notion de données privées ou de données publiques. C'est-à-dire qu'on peut une donnée, je ne sais pas si c'est clair, mais une donnée est à caractère personnel si elle se rattache directement à une personne physique identifiée. Elle l'est à donnée à caractère personnel, qu'elle soit publique ou non. Donc, les droits sont normalement les mêmes. Simplement, quand on a une action de publication d'informations et de données, on n'est pas dans la même situation que pour quelqu'un qui vivrait avec ces données tout à fait cachées. C'est le même problème que pour le droit à l'image. C'est-à-dire que si on mène une vie relativement secrète, peu médiatisée, on n'est pas protégé de la même façon que si on a une activité qui amène à être très présent, soit dans la presse, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, soit sur les réseaux sociaux. Donc, en particulier, c'est des choses sur lesquelles il faut être très vigilant, que de bien définir la limite des données que l'on souhaite exposer sur soi-même. C'est un point qui est un point réel de vigilance, parce qu'on parle beaucoup de phishing, d'usurpation d'identité, et qu'effectivement, sans être alarmiste, ce n'est pas une mauvaise idée que de se dire, mais finalement, est-ce que je publie trop ou pas assez sur Facebook ou sur Instagram ou sur d'autres supports de ce type-là par rapport à la vie privée la vie que je veux avoir. On a parlé du cas des PO externalisés, mutualisés, qui peuvent être utiles pour les TPE. Une question sur la rigueur et la dureté des contrôles de la CNIL.
est-ce que j'imagine que le sens, c'est est-ce que la CNIL, en cas d'anomalie, de non-conformité, tiendra compte des finances qui ne permettent pas toujours d'avoir un DPO même externalisé, en particulier pour les auto-entrepreneurs. Alors, la question revient sur les auto-entrepreneurs. Je pense qu'il y a sans doute un sujet qui sera peut-être à traiter de manière spécifique, parce que ce que je dis tout à l'heure n'est peut-être pas si vrai que ça pour tous les auto-entrepreneurs. S'il y a un contrôle sur la conformité, sur la proportionnalité, c'est plutôt entre le manquement et la sanction que ce contrôle porte. En poussant à l'extrême, c'est un petit peu comme pour le contrôle fiscal. Ce n'est pas le problème du fisc de savoir si l'entreprise a ou non le moyen de payer le redressement. Donc, c'est aussi des choses qui sont à prendre au sérieux sans être dans une situation de panique face à ces sujets. Et il y a aussi le fait que en général, avant de sanctionner, la CNIL met en demeure de mettre en conformité. Donc, il y a des possibilités intermédiaires. Il y aura sans doute quelque chose à recreuser de manière spécifique sur les auto-entrepreneurs. D'ailleurs, il y a une adresse qui est semi-personnelle, qui est président@afcdp.net. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos questions. C'est sans doute un sujet qu'on pourrait peut-être ouvrir au sein de nos groupes de travail. On peut préciser que les questions qui sont posées là, vont être conservées et transmises à France Num. Donc, il pourrait y avoir un suivi. Oui. On pourra travailler dessus. On a aussi des questions de nouveau sur le cloud. Est-ce que les données d'AWS France peuvent être considérées comme des données stockées en Europe? C'est une AWS, donc c'est la filiale d'Amazon qui fait de l'hébergement et du traitement cloud. Ce sont des structures qui sont en train d'évoluer, de se réorganiser pour justement tenir compte des réglementations européennes. En revanche, je n'ai pas les informations et puis je ne suis pas dans la position de dire AWS est conforme avec le RGPD ou non. Quelle organisation, quel coût, quel temps pour un consultant indépendant? En gros, combien ça coûte d'avoir un DPO externe mutualisé? Ça, c'est aussi une question pour laquelle je n'ai pas ni nécessairement ni l'information ni la position. La FCDP est une association qui regroupe des DPO externes, des DPO internes. Et donc, un des points importants, c'est qu'on ne fait pas la promotion de tel ou tel produit, ou de tel ou tel service. Mais peut-être un des ordres de grandeur, au moins en termes de ressources humaines. Mais c'est très variable en fonction de la taille et de l'activité. C'est extrêmement variable en fonction de la taille. Il y a même des choses qui peuvent se faire de manière quasi gratuite. Donc, on va dire entre le gratuit et le très cher, ça fait entre le 0 et l'infini, mais en fait, ce n'est pas une vraie fourchette. On parlait tout à l'heure de conflit d'intérêts. On a évoqué le cas du directeur juridique avec les réserves. Et qu'en est-il du directeur informatique? Est-ce qu'il peut être DPO? C'est toujours le même problème. Si c'est lui qui décide de comment sont traitées les données, non. S'il est dans une position purement technique je mets en place les outils et je choisis les systèmes qui permettront au mieux de répondre aux demandes de la direction générale, oui, mais il faut regarder de manière plus précise.
comment ça fonctionne de manière concrète. On a aussi des questions sur les données de paiement. Dans le cadre des sites de e-commerce, il arrive encore souvent que le formulaire de paiement soit intégré dans le site avec des informations sur la carte bancaire qui peuvent être collectées. Est-ce que le RGPD interdit d'intégrer le paiement dans un site et impose une transmission directe à une plateforme de paiement? A priori, non, et puis ce n'est pas forcément une réglementation qui serait visée par le RGPD, c'est plutôt du côté des réglementations ou des normes de sécurité de paiement bancaire. On peut dire que c'est une bonne recommandation pour l'entreprise de ne pas stocker les numéros de carte bancaire de toute façon. C'est pur, à partir du moment où vous stockez des données à caractère personnel, vous en devenez responsable. Et donc, c'est vrai que c'est plus embêtant de perdre ou de se faire piquer des données de paiement de carte bleue qui puissent être réutilisées pour une fraude au détriment d'un client. Mais c'est une mesure c'est pas a priori une mesure prise pour se conformer à une interdiction du RGPD, c'est plutôt une mesure de sécurité et de bon sens en disant je ne vais pas stocker des choses que je ne peux pas protéger. Question un peu spécifique, mais qui est compréhensible pour les petites entreprises. Dans le cadre d'une entreprise individuelle, elle porte souvent le nom, du nom et du prénom du dirigeant. Oui. Est-ce qu'il s'agit toujours de données personnelles? On est dans un cas qui est très particulier, puisque, en particulier pour les auto-entrepreneurs, la raison sociale de l'entreprise est souvent le nom-prénom ou les prénoms-noms de la personne. Donc, il y a un régime un petit peu dérogatoire pour notamment auprès de l'INSEE et des greffes, pour le traitement des données personnelles relatives aux noms et prénoms des auto-entrepreneurs ou des entrepreneurs individuels. Mais on est dans une situation un peu paradoxale, c'est-à-dire que je suis auto-entrepreneur, c'est mon nom, mon prénom, je veux être protégé et que cela reste secret, et d'un autre côté, mon nom et mon prénom sont mon enseigne commerciale et je veux qu'elle soit publique. Donc, c'est un petit peu cette difficulté qui est à régler. Une question pour revenir un peu. Alors, je réagis sur ce point-là parce que on nous a demandé, notre délégué à la protection des données personnelles, de bien considérer comme données personnelles tous les listings d'aides d'entreprises qu'on a aidées, etc. pour l'information de tout le monde. Mais effectivement, c'est des choses qui sont compliquées. Ce que je propose, c'est que peut-être on traite une dernière question avant de clore le webinaire, puisque là, on a encore 155 participants, mais voilà, je vous laisse prendre une dernière question et puis après, on va conclure. Alors, la dernière question, comment la CNIL est-elle en mesure de tester la sécurité des sites web? C'est une personne qui rappelle qu'elle fait du test de sécurité et elle constate qu'il y a énormément de failles. La réponse est simple, c'est que la CNIL a une équipe d'experts qui sont entre autres des experts en sécurité informatique, des ingénieurs. La CNIL n'est pas exclusivement composée de juristes, donc ils ont la capacité d'effectuer un certain nombre de tests dans ce domaine, et je crois qu'ils communiquent assez régulièrement sur les résultats de ces tests. Par contre, on peut dire qu'ils ne testent pas tous les sites de manière systématique. Je pense qu'ils n'en ont pas les moyens. Bénédicte? Merci beaucoup. Donc, en tout cas, je crois qu'on peut se dire qu'on a eu une heureuse idée de se rencontrer et que France Num puisse mettre en relation les activateurs et l'association qui réunit donc les délégués à la protection des données personnelles. Il me semble qu'on a beaucoup de choses à faire et qu'on va donc continuer à travailler avec l'association pour reprendre la liste de questions
les regrouper probablement et proposer des réponses. Et je pense qu'on pourra envoyer ces informations aux activateurs. On va bien regarder aussi ce que vous souhaitez d'autres comme sujets à traiter sur ces sujets-là, d'autres séances de questions-réponses. On va voir ce qu'on peut faire. Et nous, de notre côté, DGE France NUM, on va poursuivre les discussions avec l'association, puisqu'aujourd'hui, l'association n'est pas encore partenaire de France NUM, mais c'est quelque chose qui est envisagé de part et d'autre. Voilà, et donc peut-être, Paul-Olivier, si vous voulez dire un dernier mot pour Non, c'est que nous, conclure. Nous sommes totalement en face. Je pense qu'effectivement, c'est une très heureuse rencontre que celle qui a permis de réaliser ce webinaire aujourd'hui. Je remercie donc les 150 personnes qui sont restées 20 minutes de plus, 25, enfin un tiers en plus par rapport au temps qui était initialement prévu. Et je crois qu'effectivement, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est dans l'ADN, dans l'objet social de notre association que de participer, notamment avec vous, Bénédicte, à des travaux un petit peu d'évangélisation ou d'acculturation autour du RGPD, de sa mise en œuvre, et puis de la fonction clé qui est la fonction de DPO, parce que c'est cette fonction qui permet de faire un ajustement fin entre les besoins de l'organisation et une réglementation qui est une réglementation générale européenne et qui va au-delà, puisque c'est une des spécificités du RGPD, c'est qu'à partir du moment où le traitement est fait soit en Europe, soit porte sur les données concernant un Européen, il s'applique. Et ça, c'est un des premiers textes que l'on a eu et qui, quelque part, fait concurrence au texte américain. Donc, c'est un outil qui est très important et dont la finalité, il faut le rappeler, c'est celle de protéger les droits et libertés des personnes, tout en permettant de bénéficier de la numérisation du développement du numérique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.